Chapitre 3. Un fantôme et un intrus. James se réveilla de bonne heure dans la chambre silencieuse. Il n'entendait que la respiration des autres griffons d'or et le sifflement des ronflements de Noah quelques lits plus loin. D'après la lumière pâle qui émergeait de la fenêtre, le jour venait à peine de se lever. James essaya de se rendormir, mais il avait l'esprit trop en ébullition, à cause de tout ce qu'il allait devoir affronter dans les 12 heures à venir, de tout cet inconnu. Après quelques minutes, il repoussa les couvertures, se leva et commença à s'habiller. Poudlard était désert, et pourtant, en ces heures matinales, il vibrait dans l'atmosphère une activité d'un genre différent. Malgré la fraîcheur de l'air et les ombres qui s'attardaient dans les recoins, il y avait du bruit derrière les portes closes, au bas d'un escalier aux marches étroites. Tandis que James avançait dans les couloirs, dépassait les salles de classe vides, qui seraient plus tard dans la journée remplies d'élèves et d'activités, il réalisa que les elfes de maison commençaient très tôt leur service. Certains, armés d'un seau et d'une serpillière encore humide, sortaient des toilettes ou des salles de bain. D'autres s'activaient en cuisine, dans un cliquettement de casseroles et de vaisselle, tandis que l'odeur du pain frais montait des escaliers. D'autres encore aéraient les lourdes tentures qui protégeaient les fenêtres. James s'aventura jusqu'à la grande salle, mais la pièce était déserte. Le plafond magique avait une teinte rose, comme le ciel extérieur au lever du soleil. James regarda vers le fond de la salle, en clignant des yeux. Dans les rayons de lumière, il voyait quelque chose remuer parmi les chevrons transparents du plafond. Une forme grise y flottait, en sifflotant un petit air plutôt désagréable. James attendit, essayant de comprendre. Apparemment, c'était la silhouette d'un petit homme grassouillet qui arborait une expression malicieuse et travaillait avec concentration. Contre toute probabilité, la silhouette semblait jeter de petits objets à travers les chevrons. James remarqua que ces objets se balançaient au-dessus des tables des maisons, à intervalles réguliers. Ils étaient si légers qu'on aurait dit que la moindre brise les ferait tomber. « Zut !» cria soudain la chose d'une voix stridente. James sursauta. Il avait été vu. La silhouette lui tomba dessus si vite que James faillit en lâcher les livres qu'il portait. « Qui cherche à m'espionner et à troubler mes occupations matinales ?» chanta la silhouette, la contrariété et l'amusement se mêlant dans sa voix. « Oh !» fit James avec un soupir. « Je vous reconnais. Mes parents m'ont déjà parlé de vous. Peeves. »« Et je te reconnais aussi, mon sucre d'orge !» annonça Peeves en sautillant autour de James. « Tu es le petit Potter !»« James ! Oh, te voilà déjà traînaillé de bon matin dans les couloirs. Mais tu n'es pas comme ton père. Il n'était pas matinal, lui. Il préférait la nuit. Chercherais-tu par hasard un morceau à grignoter ? Désolé, mais les petits elfes sont encore occupés en cuisine, dans les sous-sols. À cette heure, Poudlard appartient à Peeves. En guise de petit déjeuner, tu veux un petit pétard péruvien ? Tout en parlant, Peeves leva un bras menu devant le visage de James. Dans sa main, il y avait des petits objets verts qui ressemblaient à des fèves. « Non merci, je dois y aller, » dit James, le pouce pointé derrière son épaule tout en commençant à reculer. « Bien sûr, des pétards fèves. Des fèves, c'est un fruit musical. » Comme s'il avait déjà oublié James, Peeves volta à nouveau vers le plafond. « Plus j'en plante, plus il en pousse. Des petits fruits, des petits pétards. Boum ! Dans le jus de citrouille du petit Potter. » Il éclata de rire. James ne s'arrêta pas avant de ne plus entendre les chansons de Peeves. Quelques minutes plus tard, il se trouva sur une longue terrasse ornée de piliers qui surplombaient les jardins du château. Un brouillard blanc et laiteux s'élevait du lac et scintillait sous les rayons du soleil. James s'appuya sur la balustrade, savourant son bonheur et son excitation à l'idée de ce qui l'attendait, son premier jour à Poudlard. Tout à coup, il vit remuer quelque chose parmi l'immobilité du paysage qui l'entourait. Il se pencha pour mieux voir. C'était à l'orée de la forêt, non loin de la cabane d'Hagrid. Peut-être le demi-géant était-il revenu. James étudia la cabane. Il n'y avait toujours aucune fumée dans la cheminée. De plus,
Le jardin semblait en friche. James se fronça les sourcils. Pourquoi Hagrid n'était-il pas encore rentré? Il savait que le demi-géant avait un faible pour les énormes bêtes monstrueuses. Aussi, tout comme ses parents, James s'inquiétait que ça cause du tort à Hagrid un jour. Et puis, il y avait cette alliance prévue avec les géants. Peut-être la tentative avait-elle échoué. Peut-être Hagrid avait-il été attaqué, en même temps que Groupe, et gardé prisonnier quelque part. Peut-être, à nouveau, un mouvement au loin alerta James. Juste derrière le tas de bois que Hagrid gardait près de sa cabane pour alimenter sa cheminée, il y eut un éclair coloré et un flash. Il plissa les yeux, se penchant aussi loin que possible. Voilà, ça recommençait. Une tête apparut près du tas de bois. À cette distance, il devina seulement qu'il s'agissait d'un homme, à peu près de l'âge de son père. L'inconnu sembla étudier le sol, puis il se redressa et brandit un appareil. À nouveau, il y eut un flash, quand il photographia le château. James s'apprêtait à aller chercher quelqu'un pour rapporter ce signalement étrange à un professeur ou même à un elfe de maison, quand quelque chose volta soudain derrière lui. Il sursauta et cette fois laissa tomber ses livres pour de bon. C'était une silhouette blanche, quasiment transparente et silencieuse. Elle plongea par-dessus la balustrade, vers le sol en dessous, vers l'inconnu à l'appareil photo. Dans les rayons du soleil, la silhouette spectrale sembla se dissoudre, mais l'intrus le vit arriver, presque comme s'il s'y attendait. L'homme poussa un petit cri terrorisé, mais il ne s'enfuit pas, malgré l'envie qu'il en avait. D'un geste nerveux, il brandit à nouveau son appareil et mitrailla de quelques photos le spectre qui avançait vers lui. Enfin, au moment même où le fantôme allait l'atteindre, l'homme pivota sur ses talons et courut maladroitement vers l'abri des arbres. Il disparut dans la forêt. Le fantôme s'arrêta à l'orée de la forêt, comme un chien retenu par la longueur de sa laisse. Il hésita, puis arpenta le terrain de droite à gauche, plusieurs fois. Après quelques minutes, il abandonna et revint vers le château. James le regardait toujours. Peu à peu, il distinguait mieux la forme du spectre. Au moment où le fantôme s'éleva du sol jusqu'à la terrasse, il vit que c'était un homme très jeune. Il avançait d'un pas vif, mais avait l'air déçu et portait la tête basse. Puis, il leva les yeux, vit James et s'arrêta net. Il y eut un moment où il resta parfaitement immobile, fixant James de son visage figé et transparent. Puis il disparut, complètement, comme s'il s'était évaporé. James regarda l'endroit où le fantôme s'était tenu. Il savait qu'il n'avait pas rêvé. Après tout, les fantômes faisaient partie de la vie normale de Poudlard, tout comme les baguettes et les personnages peints qui remuaient dans les tableaux. La veille même, James avait déjà vu le fantôme de la maison Serre-d'Aigle, la dame grise, qui errait, silencieuse et triste, dans un couloir. Il avait espéré rencontrer Nick quasi sans tête, le fantôme de la maison Gryffondor, mais le jeune homme qu'il avait croisé aujourd'hui était un nouveau. Bien entendu, ses parents n'avaient pu lui raconter les moindres petits détails de tout ce qu'on découvrait à Poudlard. Beaucoup de choses restaient pour James des découvertes. Et pourtant, il restait troublé, aussi bien par le fantôme que par l'homme à l'appareil photo, qui s'introduisait en cachette, tôt le matin, pour prendre des clichés. Peut-être était-ce un sorcier reporter, pour un journal à scandale. Certainement pas le chicaneur, bien sûr. Il connaissait les propriétaires de ce magazine, et jamais il ne se serait intéressé à la vie morne et matinale de l'école. Et pourtant, il y avait bien d'autres publications bas de gamme dans le monde sorcier, qui rêvaient toujours d'apprendre de sordides petits secrets au sujet de Poudlard, du ministère ou même du père de James. En retournant vers la salle commune, où il espérait trouver Ted ou un autre Gremlin avant le petit déjeuner, il se souvint qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de transmettre au professeur Londubat les salutations de ses parents. Il avait la ferme intention de s'acquitter de sa tâche au petit déjeuner, et peut-être d'utiliser cette opportunité pour interroger Neville, aussi bien sur le fantôme que sur l'homme à l'appareil photo. Mais quand il se retrouva dans la grande salle, Neville n'y était pas, et toutes les longues tables étaient remplies d'élèves qui portaient tous leurs robes de classe. « Alors, tu as vu un mec qui prenait du photo du jardin ?»
demanda Ralph, la bouche pleine d'une énorme bouchée de tartines grillées. « Quelle importance ?» « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fantôme, » affirma Zane avec conviction. « Je me demande comment il a été tué. Crois-tu que les fantômes restent sur place uniquement lorsqu'ils ont connu une mort tragique ?» James haussa les épaules. « Je ne sais pas. Demande à quelqu'un de plus vieux. En fait, c'est à Nick qu'il te faudrait poser la question la prochaine fois. »« Nick quasi sans tête ?» demanda Sabrina, assise plus loin à table. « Oui. Où il est ? Nous avons des questions à lui poser. »« Il est parti, » dit Sabrina en secouant la tête, si fort que la plume plantée dans ses cheveux vacilla. « Il y a plusieurs années qu'il n'est plus avec nous. »« Il a fini par obtenir son admission dans le club des chasseurs sans tête, après tous ces siècles d'attente. Nous avons organisé pour lui une petite fête, et ensuite il a disparu. Il n'est jamais revenu. C'était peut-être ce dont il avait besoin pour pouvoir quitter Poudlard. Tant mieux pour lui. Mais il nous manque. »« Le club des chasseurs sans tête ?» répéta Ralph, un peu inquiet, comme s'il n'était pas certain qu'une explication était nécessaire. « Et il n'est jamais revenu ?» répéta aussi James. « Mais enfin, c'était le fantôme de la maison Gryffondor. Qui est notre fantôme désormais ?» À nouveau Sabrina secoua la tête. « Nous n'en avons plus. Certains d'entre nous espéraient que ce serait le vieux Dumbledore, mais ça n'a pas marché. » Mais James s'arrêta, ne sachant comment continuer. Chaque maison avait un fantôme. Pourquoi pas eux ? Il pensa à la forme spectrale du jeune homme silencieux qu'il avait vu sur la pelouse le matin même. « Voici le courrier !» Chaque élève leva les yeux, tandis que plusieurs chouettes entraient dans la grande salle par les hautes fenêtres. L'atmosphère fut soudain agitée par de grandes ailes qui battaient, tandis que tombaient lettres et paquets. Les yeux de James s'écarquillèrent en revoyant soudain Peeves préparer son petit piège, le matin même, dans les hauteurs. Avant qu'il ne puisse parler, le premier pétard explosa, et une fille poussa un cri de surprise et de colère. Elle se leva d'une table voisine, sa robe noire éclaboussée de taches jaunes. « Mon œuf a éclaté !» cria-t-elle. D'autres pétards claquèrent à travers la pièce, et les chouettes affolées se jetèrent les unes contre les autres. Zane et Ralph lançaient autour d'eux des regards très inquiets, cherchant à comprendre ce qui se passait. « Les mecs, il est temps de filer !» cria James aux deux autres en essayant de ne pas rire. En même temps qu'il parlait, le pétard péruvien de Peeves tomba du plafond, atterrissant dans un verre à moitié plein où il explosa bruyamment. Du jus de citrouille en jaillit comme si le verre était un volcan miniature. James, Ralph et Zane s'enfuirent en courant loin du chaos qui régnait dans la grande salle, tandis que Peeves faisait des cabrioles au-dessus des tables, riant comme un fou et répétant sa chansonnette, pétards, fèves et autres fariboles. Le cours de technomancie avait lieu dans l'une des plus petites salles de classe, dans les étages, au-dessus des classes principales. La pièce n'avait qu'une seule fenêtre, juste derrière le bureau du professeur, et le soleil de la matinée y plongeait tout droit, créant une auréole dorée autour de la tête du professeur Jackson. Lorsque Zane et James arrivèrent, le sorcier était déjà là, penché sur son bureau, occupé à écrire fébrilement à la plume sur un parchemin. Les deux garçons trouvèrent des places côte à côte, tandis que tous les élèves arrivaient, dans une cohue silencieuse, chacun prenant soin de ne pas faire grincer les pieds de sa chaise sur le plancher. Peu à peu, les places furent occupées, et rares étaient les bavardages parmi les élèves. En réalité, on n'entendait aucun bruit, sauf le crissement rapide de la plume du professeur. Enfin, Jackson consulta le réveil posé sur son bureau. Puis il se redressa et lissa de la main le devant de sa blouse grise sombre. « Bienvenue à tous. Mon nom, comme vous le savez probablement déjà, est Theodore Jackson. Cette année, je vais vous apprendre les bases de la technomancie. Je crois beaucoup aux bienfaits de la lecture, et j'insiste aussi pour avoir votre attention durant mes cours. Je vous demanderai donc ces 2 efforts au cours de l'année. » Sa voix était calme et mesurée, plus distinguée que James s'y serait attendu. Les cheveux courts du professeur étaient coupés avec une précision militaire. Il avait des sourcils noirs et broussailleux qui créaient en travers de son front une ligne aussi droite que tracée à la règle. « À ce qu'on dit, » continua Jackson en arpentant l'espace devant son bureau, d'un mur à l'autre, « aucune question n'est stupide. Peut-être le croyez-vous aussi. Les questions posées en classe indiqueraient aussi un esprit curieux et intéressé. » Il s'arrêta net et jeta un coup d'œil critique en direction des élèves.
Ce n'est pas mon avis. Bien au contraire. Pour moi, une question indique seulement que l'élève n'a pas écouté de façon suffisamment attentive. Zane envoya un coup de coude à James, qui leva les yeux de son parchemin pour le regarder. Il avait déjà dessiné une caricature du professeur, simple mais remarquable. James eut du mal à retenir son fou rire, étonné que l'Américain ait une telle audace. « Dans ma classe, » continuait Jackson, « je vous conseille de bien écouter, de prendre des notes, de lire les textes que je vous demande. Si vous suivez ces règles simples, vous n'aurez pas l'occasion de poser de questions. Bien entendu, je ne les interdis pas. Je vous préviens seulement de réfléchir, avant de poser une question inutile qui m'obligerait à me répéter. Si votre question est utile, vous en serez récompensé. Dans le cas contraire... » À nouveau, il scruta les visages levés vers lui. « Je vous rappellerai mes instructions d'aujourd'hui. » Tout en parlant, Jackson n'avait pas seulement marché devant son bureau, il avait aussi fait le tour de la classe. Le tour complet. Revenu à son point de départ, il se tourna vers le tableau noir près de la fenêtre et sortit d'un étui caché dans sa manche sa baguette, qu'il agita en direction du tableau. « Qui parmi vous serait capable de m'indiquer à quoi correspond la technomancie ?» Sur le tableau, le mot s'écrivit de lui-même. Il y eut un assez long silence, méfiant. Enfin, une fille leva la main d'un geste un peu hésitant. Jackson gesticula dans sa direction. « Je vous écoute, Miss... excusez-moi, je n'ai pas encore retenu tous vos noms. Vous êtes Miss Gibet, non ?»« Professeur, » répondit la fille d'une voix étranglée. « Je crois qu'il s'agit de l'étude des sciences magiques ?» « Vous êtes de la maison Serre d'Aigle, Miss Gibet, à ce qu'il me semble ?» dit Jackson en la regardant. Elle hocha la tête. « Dans ce cas, 5 points pour Serre d'Aigle. Mais je n'approuve pas dans ma classe l'emploi des mots « je crois ». La croyance et la connaissance ont très peu en commun, sinon rien du tout. Avec moi, vous viserez la connaissance, la science, les faits exacts. Si vous désirez des croyances, vous trouverez votre bonheur avec Madame Delacroix, au fond du couloir, dans un prochain cours. Tandis que le professeur indiquait la porte de la pointe de sa baguette, son visage dur exprima, pour la première fois, quelque chose qui pouvait être de l'humour. Plusieurs élèves osèrent sourire, et même rire doucement. Puis, Jackson se tourna à nouveau et agita sa baguette vers le tableau. Oui, la technomancie est l'étude des sciences magiques. Certains estiment à tort que la magie est d'ordre mystique ou contre nature. Ceux qui croient, et cette fois j'utilise le verbe croire à bon escient, à la magie mystique, se trouvent rapidement soumis à des égarements, comme le destin, la chance, ou les espoirs en Quidditch de l'équipe américaine. En bref, des causes perdues, qui n'ont aucune évidence empirique pour les supporter. Cette fois, les sourires furent spontanés. De toute évidence, il y avait davantage dans le professeur Jackson que son aspect sévère ne permettait de le supposer. « La magie, continua-t-il tandis que le tableau se remplissait de ses notes, ne brise aucune, et je répète, aucune loi naturelle de la science. La magie exploite ces lois, dans un but spécifique et créatif. Monsieur Walker !» À l'appel de son nom, Zane fit un bond sur sa chaise et leva les yeux du dessin sur lequel il s'amusait alors que les autres élèves prenaient des notes. Jackson lui tournait le dos, toujours face au tableau noir. « J'ai besoin d'un volontaire pour illustrer mon propos. »« Monsieur Walker !» annonça-t-il sans se retourner. « Puis-je emprunter votre parchemin ?» Ce n'était pas une requête. En même temps qu'il parlait, le professeur agita sa baguette et le parchemin de Zane s'envola vers lui. Jackson le récupéra d'un geste, puis il se retourna lentement, présentant sans le regarder le papier à la classe. Tous les élèves, dans un silence prudent, étudièrent la caricature plutôt réussie que Zane avait dessinée du professeur. Le jeune Américain, quant à lui, commença à s'enfoncer dans son siège, comme s'il essayait de passer sous la table. « Savez-vous que la magie permet au dessin d'un véritable sorcier de prendre vie ?» demanda Jackson. Pendant qu'il parlait, le dessin sur le parchemin s'anima. La caricature perdit son regard sévère et figé, et prit l'aspect coléreux à l'excès d'un cartoon. Puis, la perspective changea et recula. Un bureau apparut devant le professeur du dessin, ainsi que Zane, caché dessous. Le professeur du dessin tendait un diplôme qui grossit de plus en plus, avec les lettres Buse qui clignotaient en rouge. Quand il le déchira en deux, en secouant la tête impitoyablement, le Zane du dessin tomba à genoux, les mains levées. Sur le dessin,
Zane pleurait désormais à gros sanglots, la bouche grotesquement ouverte, et des larmes jaillissaient de ses yeux comme de véritables fontaines. Alors que toute la classe éclatait de rire, le professeur tourna enfin la tête et regarda le parchemin qu'il tenait à la main. Jackson eut un sourire, bref mais sincère. « Il est regrettable, monsieur Walker, que les 5 points que j'enlève à cause de vous à Serre d'Aigle annulent la récompense de Miss Gibet. Mais c'est la vie. » À nouveau, il se mit à marcher et à faire le tour de la salle. En passant devant Zane, il déposa soigneusement le dessin sur son bureau. « Non, la magie n'est pas qu'un simple mot. En réalité, un sorcier marque de sa personnalité le papier qu'il utilise, et pas seulement avec sa plume. Mais rien n'est contre nature. Il s'agit simplement d'une autre forme d'expression. La magie exploite les lois de la nature sans jamais les briser. En d'autres termes, la magie est simplement supranaturelle. Elle est au-delà de la simple nature, mais pas en lutte contre elle. Et je vais vous en montrer un autre exemple. Monsieur... Jackson désignait le garçon près duquel il se trouvait. Quand l'élève se pencha en arrière pour le regarder, il loucha un peu sur le doigt pointé sur lui. « Murdoch, monsieur » répondit-il. « Monsieur Murdoch, vous connaissez certainement le principe du transplanage. À votre âge, vous avez déjà passé votre permis courte distance, je présume ?»« Oui, » répondit Murdoch soulagé. « Oui, professeur. »« Veuillez nous décrire ce qu'est le transplanage, je vous prie. » Murdoch parut surpris. « C'est plutôt évident. En fait, c'est juste le fait d'aller d'un endroit à l'autre. Il faut bien préparer dans son esprit l'endroit où on veut aller, et puis fermer les yeux, et puis... voilà, on y est. »« On y est, dites-vous. » Murdoch piqua un phare. « Oui, on zappe d'un endroit à l'autre, instantanément. C'est ce que vous croyez. »« Ben oui, je pense. Je l'ai déjà fait. » Jackson leva les sourcils et insista. « Vous pensez ?» Cette fois, Murdoch commençait à s'agiter. Il jeta des coups d'œil affolés autour de lui, comme pour chercher de l'aide. Non. Enfin, si. C'est instantané. J'en suis sûr. »« Vous en êtes sûr, monsieur Murdoch ?» demanda Jackson. À nouveau, il marchait et se dirigeait vers l'avant de la salle. Il toucha tout à coup l'épaule d'une autre élève et dit « Miss ?»« Sabrina Hildegard, professeur, » répondit Sabrina, aussi poliment et distinctement que possible. « Pourriez-vous, je vous prie, nous rendre un petit service, Miss Hildegard ? J'aurais besoin de 2 sabliers de 10 secondes. Je suis certain que le professeur Slughorn en a pour sa classe de potions. Seconde porte à gauche, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup. » Tandis que Sabrina se levait et quittait précipitamment la pièce, Jackson fit face aux élèves. « Monsieur Murdoch, avez-vous une idée de ce qui se passe précisément lorsque vous disparaissez ?» Durant le petit répit, Murdoch avait décidé qu'il était beaucoup plus sage dans son cas de ne rien savoir du tout. Aussi, il secoua fermement la tête. Jackson semblait satisfait. « Alors, nous allons tenter une autre approche. Qui peut me dire où vont les objets qui disparaissent ?» Cette fois, ce fut Petra qui leva la main. « Professeur, » répondit-elle, « les objets qui disparaissent ne vont nulle part, ce qui, en quelque sorte, signifie qu'ils vont partout. »« Oui, » admit Jackson, « c'est une réponse très scolaire, mais qui ne nous avance pas. Il est impossible pour la matière de se retrouver en 2 endroits en même temps. Aussi, il est impossible d'être à la fois nulle part et partout. Mais ne perdons pas plus de temps. Je vais corriger votre ignorance sur le sujet. Je vous prie désormais d'écouter attentivement mes paroles. » Tous les élèves avaient déjà la plume levée. Jackson recommença à marcher. « La matière, comme vous le savez, est composée d'atomes invisibles, qui, une fois réunis, prennent des formes qui nous paraissent solides. Ce chandelier, indiqua le professeur en posant la main sur un bougeoir en cuivre installé sur son bureau, nous paraît être formé d'une matière dure. Mais il s'agit en réalité de milliards de petits riens, suffisamment proches les uns des autres pour troubler notre perspective humaine. En le faisant disparaître, Jackson agita sa baguette et le chandelier disparut avec un pop à peine audible. Nous ne déplaçons pas réellement le bougeoir en lui-même, et en même temps nous ne le détruisons pas, et nous ne supprimons pas de notre environnement la matière qui le constituait. Vous êtes d'accord ?
Ses yeux perçants scrutèrent les élèves, passant de l'un à l'autre, tandis que tous le regardaient, attentifs, plume en main, prêts à noter ses paroles. « Non, dit-il d'un ton pensif. Nous avons simplement modifié la façon dont ces atomes étaient agglutinés entre eux. Nous avons augmenté la distance entre chaque atome, peut-être quelques milliers de fois, peut-être davantage. En principe, la multiplication de ces espaces permet au chandelier de couvrir quasiment la surface de la planète. Le résultat est que nous pouvons l'envoyer n'importe où, sans même que les atomes ne le réalisent vraiment. En quelque sorte, pour le moment, le chandelier est encore ici. Et pourtant, il est aussi ailleurs. Parce qu'il s'est tellement étendu à un niveau si éphémère qu'il est devenu sans consistance à nos yeux. Effectivement, en ce moment précis, il est à la fois nulle part et partout. Sabrina revint alors avec les 2 sabliers réclamés, qu'elle plaça sur le bureau du professeur. « Merci, Miss Hildegarde. » D'une voix forte, Jackson appela. « Murdoch !» Murdoch fit un bond. Il y eut dans la classe quelques rires nerveux, vite étouffés. « Professeur ?» ?»« N'ayez pas peur, mon cher ami. J'aurai simplement besoin de vous pour une tâche que vous trouverez, j'en suis certain, très facile. Je voudrais vous voir transplaner. » Murdoch parut sidéré. « Transplaner ? Mais, professeur, personne ne peut le faire dans l'enceinte de Poudlard. » »« C'est parfaitement exact. Cette restriction est symbolique, bien entendu, mais elle existe. Fort heureusement, dans un but éducatif, je me suis arrangé ce matin pour obtenir une dérogation localisée et temporaire, ce qui vous permet, monsieur Murdoch, de transplaner dans l'enceinte de cette classe, disons... » Jackson indiqua la porte, puis l'espace devant son bureau. « De là-bas à ici. » Quand Murdoch se leva, il vacilla légèrement, avant de se diriger à l'endroit désigné par le professeur. « Vous voulez que je transplane de quelques mètres dans cette salle ? » ?»« Exactement. Placez-vous devant la porte. Je sais bien que ce ne sera pas très compliqué, mais je souhaiterais quand même que vous ayez ceci avec vous. » Il prit un des sabliers que Sabrina avait rapporté et le tendit à Murdoch. « N'oubliez pas de le retourner, au moment précis où vous transplanerez. C'est bien compris. » Beaucoup plus détendu, Murdoch hocha la tête. « Aucun problème, professeur. Je peux faire ça les yeux fermés. »« Je ne pense pas que ce sera nécessaire, » dit Jackson pendant que Murdoch récupérait le sablier. Jackson posa l'autre sablier sur son bureau et resta immobile, pour une fois. « Monsieur Murdoch à 3, dit-il. 1, 2, 3. » Au même moment, Murdoch et Jackson retournèrent leur sablier. À peine une seconde après, Murdoch disparut avec un craque sonore. Toutes les têtes de la pièce se tournèrent vers le bureau. Jackson regardait le sable couler dans son sablier, à travers le verre transparent. Il marmonnait de façon presque inaudible. Puis, il s'inclina légèrement sur son bureau, appuyé sur une main. Il attendait comme toute la classe. Il y eut un second craque quand Murdoch réapparut. D'un geste très vif, Jackson récupéra le sablier que l'élève tenait dans la main. Il le posa sur le bureau, à côté du sien. Puis, il examina attentivement les 2 sabliers. Dans celui de Jackson, le sable était réparti entre le haut et le bas, de manière égale. Dans celui de Murdoch, l'essentiel du sable était encore dans la partie supérieure. « Je suis désolé, monsieur Murdoch, » indiqua le professeur, sans quitter des yeux les 2 sabliers. « Mais voici la preuve que votre hypothèse est erronée. Retournez à votre place, je vous remercie. » Quand Jackson releva enfin les yeux vers la classe, il agita la main en direction des sabliers. « Comme vous avez pu le constater, il y a une différence de 4 secondes à quelques dixièmes près entre ces 2 sabliers. Il apparaît donc qu'un transplanage n'est pas instantané. Mais, et c'est la partie extrêmement intéressante de l'expérience, celui qui transplane ne le réalise pas. Qu'est-ce que la technomancie nous indique à ce sujet ? Ce n'est qu'une question de rhétorique, bien entendu, et je vais y répondre. Jackson recommença à arpenter la salle de classe, tandis que les mots s'écrivaient à la craie sur le tableau noir. Dans la classe, tous les élèves étaient penchés sur leur parchemin. L'art de transplaner utilise exactement le même principe que la disparition des objets. Celui qui transplane augmente la distance entre les atomes qui constituent son corps, à tel point qu'il semble disparaître à notre vue, devenant sans substance, invisible et en quelque sorte inexistant. Ayant réussi cette première opération de dispersion, celui qui transplane doit ensuite réunir la distance entre ces atomes, mais avec un nouveau point central, déterminé par le choix qu'il a délibérément décidé
avant même de se lancer dans cette mutation. Un sorcier qui se trouverait à Londres peut s'imaginer à Ebbet Fields, puis disparaître, ou plutôt exister partout, puis réapparaître en se rematérialisant à Ebbet Fields. Il est bien entendu essentiel que le sorcier prévoie à l'avance sa destination. C'est un principe fondamental de la technomancie. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? Il y eut un grand silence, puis la fille nommée Gibet leva à nouveau la main. Parce que, pour le sorcier, la réapparition paraît instantanée ? En partie, miss, répondit Jackson presque gentiment. Mais cela dépend de la distance. En réalité, le processus prend du temps, comme nous venons de le constater, et le temps n'a rien de flexible. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle un sorcier doit absolument prévoir sa destination avant de disparaître. Voyez-vous, lorsque le sorcier a éparpillé ses atomes, son esprit ne fonctionne plus. Il est dans un état de parfaite hibernation. Et le temps que ça lui prend de réapparaître n'est pas instantané. Il le croit parce que son cerveau s'est arrêté durant le processus. Et puisque le sorcier ne peut plus ni penser ni décider, s'il a omis de prévoir une destination, il risque parfaitement de ne jamais réapparaître du tout. Les sourcils froncés, le professeur Jackson scruta les visages de la classe, cherchant un signe qui lui indiquerait que tous avaient bien compris la leçon. Après une bonne minute, une main se leva. C'était Murdoch. Son visage était crispé d'appréhension, tandis qu'il cherchait à assimiler ces nouveaux concepts. Les sourcils épais du professeur se levèrent lentement. « Oui, monsieur Murdoch ? » « J'ai une question, professeur. Je suis désolé. Où est... » Il toussauta pour s'éclaircir la voix, puis se lécha les lèvres. « Où est Ebbet Fields ?